Bienvenue à toi dans mon podcast. Je m'appelle Mariam Gaderi et chaque semaine on se retrouve pour grandir et apprendre ensemble à vivre une vie heureuse et épanouie. Ici on parle de développement personnel avec des invités inspirants qui ont des histoires à raconter et de la sagesse à partager en masse. Si tu cherches des idées, des outils ou de l'inspiration pour reprendre le pouvoir sur ta vie et devenir la meilleure version de toi-même, alors t'es au bon endroit. Je te souhaite une très belle écoute. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui notre invité c'est Alexis Hublot. Vous l'avez peut-être rencontré sur les réseaux sociaux sous le pseudo Alexis Lopez ou Alexis Hublot, que ce soit sur YouTube, Instagram ou TikTok. C'est un explorateur, réalisateur, photographe, quelqu'un qui est passionné de développement humain. Son parcours est inspirant, il se passionne de cinéma très rapidement pendant sa jeunesse. Il commence avec un court-métrage avec son frère qui s'intitule In Love et qui connaît un succès international. Il remporte 25 prix, 120 sélections et il est même racheté par des chaînes comme Canal+ ou TV5 Monde. Aujourd'hui, on va discuter avec Alexis de développement de soi, de quête de soi, de voyage initiatique. Sa dernière vidéo sur son voyage au Kirghizistan relève ces questionnements fondamentaux de l'être humain. Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce que l'amour? Comment est-ce qu'on peut partager des moments ensemble qui comptent vraiment? Ces vidéos sont pleines d'authenticité avec une vraie volonté d'aider. Je vous encourage vraiment à aller le suivre et à aller les regarder. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à nous dire quels moments ont été forts pour vous. On a vraiment hâte d'avoir vos retours. Tu fais pas mal de vidéos sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Qu'est-ce qui t'a amené à ça, à faire autant de voyages, d'explorer le monde? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bien sûr. Avant tout, c'est le goût pour l'exploration, l'aventure, vraiment. La curiosité, la rencontre aussi des gens et surtout l'envie de liberté. Je pense que c'est vraiment le truc numéro 1. Ouais. Envie d'être libre. Je me sentais, je pense, pas assez libre ici en France. Enfin, je suis toujours en France une grande partie de l'année, mais je voyage beaucoup. J'ai besoin en fait de ce truc-là, de cette évasion. Et c'est vrai que quand j'étais petit, je pense que je m'ennuyais beaucoup. Je pense que ça a dû jouer à ça, sur ça. Et ouais, j'ai toujours eu en fait ce besoin d'évasion en fait. Cette curiosité aussi, t'as l'air d'être hyper curieux, de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles façons de penser. Ouais, carrément. Et puis, je pense que c'est des rêves de quand t'es gamin, tu vois. J'avais des rêves d'aventure, j'ai toujours été très curieux. Je voulais découvrir il y a peu de temps ce que c'était un conflit. Du coup, en effet, je me suis rendu en Ukraine. Alors, c'est aussi pour des questions évidemment d'engagement et tout ça, vouloir raconter ce qui s'y passe. Mais ouais, bien sûr, c'est un mélange à la fois de curiosité, d'envie de liberté, de découvrir le monde, de soif d'aventure, quoi. Tout ça. C'est un peu un mélange de tout ça, je pense. Et puis c'est vrai que quand j'étais petit, vraiment, je m'ennuyais pas mal, si tu veux. J'étais vraiment le gamin en salle de cours qui regarde par la fenêtre et qui écoute rien au cours, tu vois. Est-ce que t'étais un peu rêveur quand t'étais petit, un petit peu Est-ce que t'avais une grande imagination quand t'étais petit? Ouais, complètement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, quand je vois souvent des parents inquiets que leur gamin s'ennuie, en fait, j'ai envie de leur dire, ouais, alors certes, faut le faire dans une certaine mesure, tu vois, c'est positif, mais l'ennui aussi permet vraiment de cultiver ce truc-là, d'imaginaire. Moi, tu vois, je suis dans le métro tout à l'heure, je mets de la musique dans les oreilles, et puis c'est parti, je suis en train de m'imaginer dans telle ou telle aventure, enfin... Voilà, je rêve en permanence, quoi, tu vois. J'ai l'impression que le fait d'avoir une grande imagination et de rêver de plein de choses, c'est un peu un élément commun que je vois aux personnes qui sortent de leur zone de confort, qui prennent des risques et qui vont à la recherche un peu d'eux-mêmes. C'est le fait, justement, ce côté... j'imagine que ma vie pourrait être différente de ce qu'elle est. Je fais travailler mon imagination et je me laisse pas un peu... J'accepte pas en quelque sorte ma réalité, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais plus dans le sens où je pourrais vivre quelque chose d'autre, je pourrais explorer quelque chose d'autre, et finalement je suis pas obligée de me cantonner à ce que je vis dans le moment présent, et tu vois. Ouais, carrément. Après, faut faire attention, je pense, parce que il y a aussi sa part sombre, on va dire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, dans le voyage, fuient une société, mais aussi fuient leurs problèmes. C'est vraiment ça peut être une fuite, le voyage. C'est hyper intéressant. Ça crée son lot d'addictions, en fait. Il y en a, et voilà, je sais qu'il y en a. En fait, quand tu pars, t'as l'impression que tes problèmes, ok, il y en a plus, tu vois, mais en fait non, tu les prends dans tes valises dans tous les cas, et quand tu reviens en France, il va falloir les régler tes problèmes. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que pas mal de personnes qui ont beaucoup voyagé,
ont du mal à rester, par exemple, à revenir en France ou ailleurs, s'ils vivent ailleurs, parce que justement, il y a ce côté, je m'évade dans le voyage, je fuis ma réalité, je fuis mes problèmes. Mais il y a aussi le côté où on peut peut-être trouver des solutions à nos problèmes en voyageant, il y a des choses qui se débloquent. Est-ce que toi, tu as déjà eu cette expérience de sentir qu'il y avait des choses qui se débloquaient pendant tes voyages? À tous mes voyages. Ouais. Moi, mes voyages, je les considère pas du tout comme des voyages touristiques. Ouais. D'ailleurs, j'utilise assez peu le mot voyage. Pour moi, c'est vraiment des aventures. C'est des aventures initiatiques, comme je dis souvent. C'est-à-dire que tu vas d'un point A à un point B. Et en fait, c'est le principe du coaching. En fait, c'est rigolo parce que la dernière fois, je regardais un truc sur le coaching. Et en fait, à la base, le mot coaching vient de cocher, le cocher dans les années 1900, qui amenait les gens donc, avec des chevaux d'un point A à un point B. Et en fait, c'est cette idée-là d'amener quelqu'un sur une réflexion, la résolution d'un problème. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai quand je pars en voyage, tu vois. Je sais que pendant très très longtemps, j'étais assez dissocié de mes émotions, dû à mon enfance, entre autres, et à des choses que j'ai vécues justement en voyage, mais on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure. Et c'est vrai que ce dernier voyage que j'ai fait, donc là, je reviens tout juste du Kirghizistan, où je suis parti donc avec 6 chevaux, comme dans les années 1900. Pour le coup, m'a complètement reconnecté à mes émotions, à mon corps, à mes ressentis. Et c'est incroyable. Et ça, c'est vraiment grâce au voyage. Et en fait, c'est un peu tout le courant systémique en psychologie, c'est-à-dire on considère que c'est l'environnement qui fait la personne plutôt que... Ouais, en fait, on considère qu'une personne dans un environnement peut ne pas avoir de problème, mais peut en avoir dans un autre. Donc voilà. Ouais. D'ailleurs, les amis, je vous invite à regarder la vidéo d'Alexis sur le Kirghizistan. J'espère que je l'ai bien prononcé. Ouais, elle est super, ta vidéo. Tu l'as publiée, je pense, il n'y a pas très longtemps. Quand tu étais plus jeune à l'école, tu dis que tu t'es souvent senti en échec, enfin, tu manquais de confiance en toi. Et quand tu rentres au lycée en internat, tu découvres un peu un atelier cinéma et tu te découvres une passion pour le cinéma. Avec du recul maintenant, comment est-ce que cette passion pour le cinéma, elle t'a permise de retrouver une certaine confiance en toi? Est-ce qu'elle t'a permise de retrouver une confiance en toi, une assurance en toi-même? Ouais, complètement. Complètement. Et c'est assez rigolo parce que quand je pense à ces années de lycée, je me dis, putain, c'est littéralement un mec qui m'a, entre guillemets, sauvé la vie. Il m'a pas sauvé la vie, mais ce mec, donc là, c'était un documentaliste qui m'a poussé vraiment sur cet atelier cinéma et à faire un concours, etc. J'ai remporté un grand concours auquel j'ai participé avec mon frangin. Et ouais, en fait, le fait de gravir un petit peu les échelons comme ça, en effet, je me suis dit, putain, je suis capable de quelque chose. Et c'est vrai que tu vois, moi, j'étais en échec scolaire. Mais vraiment, quand j'ai échec scolaire, c'est en seconde générale, j'avais 4 de moyenne. Non pas parce que j'étais idiot, mais vraiment parce que j'étais en décrochage bien sûr. Voilà, du système. En fait, je comprenais pas ce que je faisais là, je comprenais pas pourquoi je travaillais, à quoi ça menait. Bon, voilà, pour avoir un travail, ok, mais quel travail, en fait, ça m'intéressait pas. Et j'y voyais vraiment pas d'intérêt concret. Bien sûr. Et c'est vrai qu'arrivé dans ce truc-là, d'un atelier cinéma et tout ça, je me suis dit... Ah ouais, en fait là je commence à capter, en fait là il y a un truc qui me plaît quoi. Et moi je sais que je marche vraiment aux passions comme beaucoup de gens et je me suis carrément passionné pour la photographie, le cinéma, l'audiovisuel. Et petit à petit sur mes week-ends je commençais à faire je sais pas des clips, de la photo, des trucs à droite à gauche tu vois. Et voilà quoi. Puis, petit à petit après tu fais un film et puis après tu fais une chaîne YouTube, puis après tu fais ceci, cela, puis après tu passes un document, enfin tu finis 10 ans plus tard, tu as fait des documentaires pour la télé, tout ça. C'est incroyable, et tout ça pour ma part en tout cas sans diplôme de cinéma ou d'audiovisuel quelconque. Et là ouais tu te dis un mec peut changer, enfin a pu carrément changer ma vie entre guillemets. Et s'il écoute ce podcast je le remercie encore une fois, tu vois, je le vois encore. C'est vrai. Ouais. Bah ouais, c'est un mec il compte trop pour moi, tu vois, c'est juste là j'en ai presque les larmes aux yeux d'en parler, mais vraiment tu te dis on se rend pas compte en fait je pense la puissance qu'on peut avoir chez les autres, mais elle peut être à la fois hyper néfaste, mais et à la fois hyper bienveillante et ça peut vraiment changer dans le bon sens la vie de quelqu'un quoi. C'est tellement vrai et parfois je pense à ça et je me dis c'est dingue mais au cours de notre vie, surtout quand on est jeune, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je trouve que quand on est jeune, moi je sais que je manquais énormément de confiance en moi aussi quand j'étais plus jeune, et il suffit d'une personne, en général un adulte, qui
qui te regardent avec des yeux ou qui te projettent ce qu'ils voient en toi, en fait, et le potentiel qu'ils voient en toi. Et cette croyance, elle va se transférer, en fait, et c'est incroyablement puissant. Toi, tu as eu cet adulte aussi ? Bah, moi, j'ai eu l'expérience... je pense que c'était plusieurs personnes à différents moments qui m'ont impactée. Mais j'ai eu aussi l'expérience inverse avec un professeur qui m'a beaucoup fait perdre confiance en moi. Après, c'était temporaire. Heureusement, j'ai repris le dessus. Mais j'ai eu plusieurs adultes, plusieurs professeurs à l'école qui ont pu m'aider à voir ce que j'arrivais pas à voir, en fait, à ce moment-là, tu vois. Et je trouve que, tu vois, ça, ce serait un sujet en soi sur lequel je pense qu'on pourrait parler longtemps. C'est l'impact des professeurs sur la vie d'un élève, d'un enfant, d'un jeune... Et puis des parents aussi, tu vois. Les parents, bien sûr. Mais ouais, carrément. C'est extrêmement puissant. Et aujourd'hui, ce qui est fou, c'est que je me dis, putain, mais pourquoi... Enfin, genre, ok, maintenant, je me dis, ok, il a cru en moi, tu vois, ok, j'ai un potentiel. Mais maintenant, je me le dis. Aujourd'hui, quand je me vois à l'époque, je me dis, mais c'est pas possible, il n'y arrivera pas. Enfin, genre, j'étais beaucoup trop loin. Tu vois, j'étais fauché. Je viens d'une famille vraiment peu aisée, vraiment pas aisée du tout. Pas de diplôme, peu d'éducation à tout ça, pas de contact, rien du tout, tu vois. Et tu te dis, mais impossible. Mais justement, en fait, c'est ça qui rend ton histoire, je trouve, hyper inspirante et très puissante, parce que pour ceux et celles qui nous écoutent, ça montre vraiment que finalement, bah, tu vois, tu peux avoir toutes sortes de conditions dans ton environnement, dans ton enfance, qui pourraient te préparer, on va dire, à rester dans la même situation, ou à même peut-être échouer ce que tu pourrais entreprendre. Mais toi, ton histoire, elle montre aussi que finalement, c'est pas ces conditions-là qui te définissent, ou t'as pas laissé ces conditions te définir. Peut-être que tu t'en es même pas rendu compte, mais tu n'as pas laissé tes conditions te définir. Tu vois ce que je veux dire ? Je m'en suis pas rendu compte, ouais. Et j'apporte quand même une nuance à tout ça. C'est que, en fait, c'est à quel prix ? Ok, tu pars de rien. Tu vois, moi, j'ai commencé vraiment. Hein, on travaillait avec mon frère. On était dans un garage, dans un vieux chai humide. Il y avait des champignons. Vraiment, c'était pas bon pour notre santé. Ils menaçaient de s'effondrer à tout moment. On a construit un décor avec du matériel qu'on était allé chercher dans des déchetteries. Vraiment, on faisait les déchettes en dehors des horaires d'ouverture illégalement. Je volais dans des magasins, etc. Enfin, vraiment, c'était un peu de la survie, tu vois. Et pour autant, on s'en est sorti. Mais en effet, à quel prix ? Parce que ça demande une énergie de ouf. Mais quand je dis une énergie de ouf, c'est une énergie de ouf. Et ça, ça c'est vraiment lié à la précarité, au milieu dans lequel je suis né, tu vois. Je pense que si j'étais né dans une famille où j'avais reçu peut-être un peu plus d'amour, plus d'encouragement, et si j'avais eu évidemment plus de moyens, ça aurait, je pense, ça m'aurait un peu moins épuisé. Mais en même temps, ouais, je veux dire, ça quelque part, ça te crée des traumatismes, en effet. Bien sûr. Faut pas le nier, mais ça te rend aussi parfois plus fort, quoi. Ouais, c'est ça. Mais alors, du coup, j'ai une question pour toi. C'est est-ce que tu penses que finalement, ce qui t'a drivé, ce qui t'a poussé à te battre, on va dire, et à vraiment... Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens vont te voir sur les réseaux, vont se dire « Ah bah, tout va bien pour lui, tu vois ?» Mais il faut penser à ces moments-là où vous faites les déchetteries avec ton frère, où c'est vraiment difficile, et il n'y a aucune garantie de réussite. On n'est pas sûr du tout que ça marche, mais on continue quand même. Ouais. Est-ce que de ton point de vue, tu aurais eu cette énergie, ce besoin d'y arriver, cette soif d'y arriver, si t'avais pas vécu ces conditions-là ? Je sais pas. Honnêtement, j'ai du mal à distinguer ce qui est systémique, ce qui vient vraiment de mon environnement, etc., avec ce qui est moi à 200%, entre guillemets. Ouais. Je suis incapable de le dire. Honnêtement, je suis incapable de le dire. Ce que je vois quand même aujourd'hui, c'est que je suis dans des conditions un peu plus confortables qu'avant. Mais pour autant, j'ai toujours la passion qu'elle a. Donc peut-être que ça n'aurait rien changé. Peut-être que c'est juste en moi, tu vois. Mais je sais pas. En tout cas, ce que je sais, et je pense que ce qui est important de retenir, notamment s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui nous voient, c'est que en fait, rien n'est impossible.
Mais vraiment, rien n'est impossible. Il faut se donner les moyens, certes, mais tout en préservant sa santé mentale. Ouais, je le précise quand même. C'est difficile. Parce que c'est assez facile, tu vois, tu vas sur TikTok, t'as un mindset de merde, c'est pour ça que tu n'y arrives pas, si tu veux faire ci, si tu veux faire ça, si tu veux réussir dans la vie, enfin, combien t'as de personnes, de pseudo-coachs qui te donnent des conseils comme ça, mais en réalité, ce qui se passe quand tu travailles 12 heures par jour pendant 10 ans, c'est que tu finis en burn-out, en dépression, parce que t'es claqué, et que t'as pas profité, en fait, de ce chemin, t'as juste essayé d'atteindre un objectif. Ok, peut-être t'arrives, t'as 35, 45 ans, t'es millionnaire ou je sais pas où t'arrives à vivre, à faire de la van life, enfin bref, ça dépend quel est ton rêve, mais est-ce que t'es heureux d'avoir passé 10 ans à trimer comme un ouf et à pas avoir créé de choses qui ont du sens pour toi? Ouais. Et ça, je trouve que c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que j'ai l'impression qu'une grande partie de notre souffrance, et je parle aussi par rapport à mon expérience, et c'est quelque chose sur lequel je travaille encore aujourd'hui, et je pense pas... je pourrais pas dire que j'ai totalement résolu ce problème de mon côté, mais c'est le fait de souvent se focaliser beaucoup plus sur le résultat qu'on recherche que sur le process. Ouais. C'est-à-dire, tu vois, on vit un chemin, et dans ce chemin, on va prendre certaines actions pour arriver à un objectif ou à plusieurs objectifs, tu vois. Et on va souvent porter beaucoup plus d'attention et d'importance sur le résultat qu'on souhaite. Finalement, si le résultat est positif, on va avoir en tout cas, moi, je sais que j'ai une satisfaction qui est très temporaire, parce qu'après, ma question, c'est « Ok, quoi d'autre ? Qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Et puis finalement, je rentre dans un cercle vicieux où c'est jamais assez bien, c'est jamais... Bon, après, vu que j'ai beaucoup souffert de perfectionnisme, c'est encore pire, parce qu'il y a toujours ce truc de « c'est pas assez parfait, c'est pas assez parfait ». Et j'ai l'impression que quand on se focalise trop sur le résultat plutôt que sur le chemin, comme tu dis, alors que toute la beauté, elle est dans le chemin, peut-être. Bah écoute, on est des clones. Ouais. Non, mais c'est exactement tous mes problèmes, en fait. Ouais. C'est précisément tous mes problèmes. C'est ça. Pendant 10 ans, tu vois, je me suis vraiment focus sur, ok, c'est simple, en fait. On te demande, quand t'es à l'école, qu'est-ce que tu veux faire comme métier. En fait, on te demande tout le temps... plus tard, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quel est ton objectif plus tard. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, bon, moi j'ai compris mon objectif. Mon objectif, c'est de soit faire des films, soit vivre des grandes aventures. Ben, en fait, ok, c'est parti, je bosse, je fais des choses pour ça. Ouais. Et puis à un moment donné, ouais, c'est ça. Enfin, là, je vais juste redire ce que tu as dit, mais c'est ça, tu t'épuises, et puis tu arrives à la fin, tu te dis, ok, c'est bon, c'est fait. Voilà, bon, je peux dire sur mon CV que j'ai réussi à faire un film, que j'ai réussi à faire ceci, que j'ai... Mais ouais, en fait, qu'est-ce que tu as fait pendant toutes ces années ? Est-ce que ça t'a vraiment rendu heureux ? Est-ce que... En fait, c'est des espèces de shoots de dopamine, tu vois. Exactement, ouais, c'est ça. C'est que, surtout pour nous, pour le coup, qui travaillons sur les réseaux sociaux, t'as vite tendance à se dire, ok, faut que je fasse ces stats, faut que je fasse ceci, cela, et cette vidéo, elle a trop marché. Ok, si ça a marché, ça veut dire que les gens, ils veulent que je parle de ça. Du coup, rien que le fait de penser ça, tu te dis, ok, du coup, en fait, je suis plus en train de réfléchir à ce dont moi je veux parler, je suis en train de réfléchir à ce que les gens... En fait, c'est les gens qui te définissent, tu vois. C'est tellement vrai. Ah bah là t'es morte après. Là, c'est tellement vrai. mais vraiment, je suis trop contente qu'on en parle, parce que pour moi, c'est un vrai sujet. Et en fait, je vois que toi, là, en ce moment, t'es plus dans une optique de justement faire des choses qui ont du sens pour toi et qui sont alignées à toi, qui sont très authentiques à ce que tu veux partager avec les autres. Et déjà ça, je trouve que c'est extraordinaire, parce que c'est pas facile de faire ça, justement parce que il y a un cercle vicieux énorme sur les réseaux sociaux. Tu fais des vidéos, du contenu qui marche, tu vois qu'il y a quelque chose qui a vraiment marché, t'es très tenté de continuer à faire ça, mais du coup, t'es plus en alignement parfois, parce que tu vas faire... Ouais. Ben, en fait, t'as une double pression. T'as celle des gens qui veulent ce contenu. Tu vois, moi, par exemple, je vais te prendre un exemple très simple. Ouais. J'ai fait un grand voyage en Sibérie. L'objectif, traverser l'Oural, à pied, sans nourriture, ou presque sans nourriture, sans téléphone satellite, sans carte, sans GPS, sans assistance, et après, l'idée, c'était de fabriquer une pirogue et de faire 200 km sur une rivière, avec cette pirogue. On n'a pas réussi à faire la pirogue, on l'a faite finalement sur un radeau. J'ai perdu 10 kilos en moins de 15 jours, j'ai frôlé plusieurs fois la mort, j'ai pas pu faire de sport après pendant 1 an,
Bref, je te passe les détails si tu veux. Mmh. Je poste la série. Évidemment, ça marche de ouf sur les réseaux. Enfin, la série, elle a cartonné sur YouTube. Pour le nombre d'abonnés que j'avais, c'était incroyable. Tu te dis, putain. Et les gens, ils en reveulent, quoi. Mais en fait, t'expliques aux gens que, ben non, en fait... Enfin, j'ai fini cette aventure, je me suis dit, ok, c'est cool. Je l'ai fait une fois, c'est incroyable. C'est un truc que je ne revivrai pas 2 fois. Ouais. Mais non, être dans une situation de mort, tout ça, c'est pas cool, en fait. C'est pas... Enfin, je veux pas être... J'ai pas été créateur de contenu de sensations de... Enfin, tu vois, de sensations morbides. Donc, ouais, t'arrives dans ce truc-là où tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue à faire des vidéos d'aventure extrême comme ça ? Mais non, en fait, non, ça me plaît plus. Et en effet, comme tu disais, là, aujourd'hui, moi, je me suis vachement diversifié. Mais je sors une vidéo où je suis au Kyrgyzstan. Alors bon, ça reste quand même des aventures extrêmes que les gens ne font pas, je pense, habituellement. Mais je frôle pas la mort. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Je fais 15 000 vues sur ma vidéo au lieu d'en faire 500, 600 000, tu vois. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Maintenant, je commence à me dire, ok, je m'en fous. Mais en fait, la double pression, elle vient d'où ? Elle va venir des sponsors, elle va venir des agents, elle va venir, tu vois, aussi, ouais, de gens qui, eux, vont te dire, mais mec, en fait, j'adorais ce truc-là. Donc, ouais, faut être fort, faut garder le cap. Et je pense que là, voilà, on parle de nos métiers à nous, qui sont la création de contenu et tout ça. Mais c'est aussi le cas avec quelqu'un qui veut être, je sais pas... même quelqu'un qui travaille dans une entreprise ou quelqu'un qui... Ouais. On a tous, je pense, ce dilemme de comment est-ce que je suis réellement moi-même et en même temps, comment est-ce que je peux réussir dans ce qui me plaît, tu vois, tout en étant vraiment moi-même. Je veux dire, même quand tu travailles dans une entreprise et que tu fais un job peut-être qui te plaît, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné et que tu fais un peu semblant que tout va bien parce que tu penses que c'est nécessaire pour que tu continues à gravir les échelons. Tu vois. La pression familiale et tout, tu vois, c'est combien t'as de parents qui boostent... Ça, c'est un vrai sujet aussi. Qui mettent une pression sur les enfants parce qu'ils veulent qu'ils fassent ceci, cela. Donc ouais, pour résumer le truc, je pense que le plus important, c'est vraiment d'être aligné avec soi et pour ça, il faut s'écouter. T'arrives à t'écouter de plus en plus ? Ouais, j'essaie en tout cas. Ouais. Mais en fait, si tu veux, en fait, moi, j'ai été vachement dissocié émotionnellement, du coup, comme je te disais tout à l'heure, ce qui fait que je dissociais les émotions de l'intellectuel. Et du coup, je réfléchissais que par la logique, que l'intellectuel, très peu par le ressenti au final. Et donc, j'étais prêt à survivre en Sibérie, affronter des trucs de fou, enfin, tu vois, travailler 60 heures semaine pendant 5 ans pour pas toucher de salaire, pour faire ce que j'ai envie. Etc. Donc, t'arrives au bout d'un moment, oui, en effet, tu peux plus et tu n'as pas d'autre choix que de te reconnecter. Et c'est ça, en fait, le plus dur. Moi, il y a un truc vraiment qui me tient à cœur, un message qui me tient à cœur. On pense souvent que quand on va faire une aventure, quand on va faire une exploration, quand on va faire ce que je fais moi, que c'est du dépassement de soi. Oui, c'est du dépassement physique et mental. Mais très souvent, c'est beaucoup trop violent pour notre santé mentale. Le plus grand dépassement de soi qu'on puisse faire, pour moi, c'est justement d'aller soigner ses traumatismes, d'aller voir des psychologues, des coachs, se faire accompagner pour essayer d'évoluer et se trouver vraiment qui on veut. Quand on part en voyage, c'est cool, c'est bien. La plupart du temps, en fait, on fuit des problèmes. C'est vrai. Quand on part sur des voyages comme les miens, je veux dire. Et je crois que vraiment le plus grand dépassement, c'est ça. C'est pour ça que mes voyages, je les appelle des voyages initiatiques et non pas des voyages sportifs. Non, c'est pas des voyages sportifs. En réalité, le plus grand défi dans mes voyages, c'est de me dire, ok, qu'est-ce que j'en ai retenu ? Est-ce que j'évolue ? Qu'est-ce que j'en fais de ça, en fait ? C'est bien beau d'aller survivre en Sibérie et tout. Ok, bon, pourquoi faire, en fait ? C'est quoi ? C'est juste pour faire des vues ? C'est juste pour faire le buzz ? Non, évidemment. Enfin, moi, j'essaie de faire en sorte que ce soit pas le cas. Sinon, je continuerai inlassablement à faire la même chose, tu vois. Bien sûr. Donc voilà. Je trouve ça vraiment important, ce que tu fais, de te poser la question « Pourquoi est-ce que je fais ça ?» Je trouve que c'est vraiment au cœur justement de la recherche de soi et de pouvoir se trouver, c'est de se poser cette question de « Pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi est-ce que réellement, au fond, je fais ça ? Pourquoi est-ce que quelle est mon intention dans ce que je fais, tu vois ? Je trouve que c'est une question qu'on se pose pas assez et souvent on se retrouve dans des situations où tout nous explose un peu dans la figure et on est obligé de se poser la question pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Pourquoi est-ce que...
Et c'est vrai que ce que tu dis, ça résonne beaucoup, le fait de finalement, le voyage le plus difficile et le dépassement de soi le plus challengeant, c'est d'aller à l'intérieur de soi et d'essayer de guérir ces traumatismes. Mais grave, mais ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es rendu compte que tu étais dissocié et qu'est-ce qui t'a permis de te reconnecter à tes émotions ? Bah en fait, c'est ma psy, tout simplement. Ouais. Moi, tu vois, j'ai fait En fait, je suis revenu de Sibérie. Je me suis dit, ok, il faut que je fasse un suivi psychologique. Puis je savais que je voulais aller sur des conflits, aller couvrir la guerre. Je savais que j'allais continuer les aventures extrêmes, potentiellement en tout cas. Et puis au-delà de ça, je m'intéresse à la psychologie depuis très longtemps, à la santé mentale. Je sais en fait que c'est... Enfin, tout le monde devrait aller voir un psy. En réalité, Bien on sûr. a quasiment tous des traumatismes. Enfin, on a tous même des traumatismes. Je suis d'accord. Et je me suis dit, super, je vais aller voir un psy, je vais apprendre à me connaître. Je suis allé voir un psy, en vrai, c'était nul. Après, C'est vrai ? je me suis dit, ouais, c'était vraiment nul. Putain, je suis allé voir un... Oh là là, qu'est-ce que c'était nul. Mais ça, tu vois, c'est intéressant parce que moi aussi, j'ai eu des mauvaises expériences Ok. avec lui. C'était pas ce que t'attendais, en fait. Ah ouais, non, mais je suis allé voir... J'arrive et en fait, je lui dis, bon voilà, j'ai un problème. Je suis hyper attiré par tous les trucs... Extrême. Hyper extrême, quoi. Je lui dis, voilà, j'ai envie d'aller couvrir la guerre, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire... Enfin, voilà, ok. Ok. Bon, après, je parle un peu de mon enfance et tout ça, ok. Bon, déjà, il n'y avait pas de conversation, c'était moi qui parlais uniquement. Et puis à la fin, elle me dit, vous savez quoi ? Tout ça, c'est le Covid. C'est-à-dire que pendant le Covid, tout le monde se sent un peu seul, comme ça, a besoin d'expérience et tout. Elle t'a dit ça ? Ouais, j'étais là, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est ça, un psy ? Non, Oh je me suis dit, c'est mon pas Dieu, possible. je suis désolée que t'aies eu cette expérience, franchement. Non, c'était vraiment nul, tu vois. C'est vraiment nul, ouais. Et après, je suis allé voir une seconde psy. Ouais. C'est bien que tu te sois pas arrêté sur cette expérience. Ouais, non, mais j'ai très vite C'est vu que super bien. je me suis dit, c'est pas possible. Je suis allé voir une seconde personne, et là, je me suis rendu compte que c'était un échange. Vraiment, elle m'apprenait autant sur la psychologie que je racontais mon histoire. Ça, c'était cool parce que j'ai appris plein de choses sur le développement du cerveau, etc. Et puis ouais, elle m'a expliqué. Enfin, en quelques séances, on a très vite compris que ouais, non seulement j'étais dissocié émotionnellement, et en plus, pour ma part, vraiment, elle m'a dit que j'étais entre guillemets philo-cognitif, philo-complexe. Au potentiel. Ce qu'on peut appeler au potentiel aussi, d'une certaine manière, ouais. Donc c'est-à-dire que j'ai une cognition enfin voilà, je sais pas comment tu peux raconter ça vulgairement, mais ton cerveau va très très vite et en général t'as beaucoup de... C'est pas forcément vite, mais c'est une pensée en arborescence en tout cas. Ouais, c'est une pensée un peu en étoile, quoi, tu vas... Qui fait que t'as vachement de mal à te concentrer. C'est-à-dire que là, c'est vrai que là je suis en train de parler, je suis déjà en train de parler, est-ce que ça amène, est-ce que ceci, que cela, et en fait tu fais en permanence des liens. Voilà. Est-ce que ça t'a aidé de savoir, de prendre conscience que t'étais au potentiel et de... Est-ce que ça t'a permis de mieux te comprendre et de peut-être de revoir ta vie avec un nouvel angle? Mais de ouf, parce qu'en fait tu revois toute ton enfance, tu te dis ah ouais ok je comprends pourquoi j'étais en échec scolaire en seconde alors que j'avais l'impression de pas être débile et je comprenais plein de choses. En fait tu comprends plein de trucs, mais je tiens juste à faire une petite précision. Bien ça sûr. Paraît très prétentieux de dire ok j'ai une philo-cognition au potentiel, je déteste ce terme. C'est pas pour rien qu'on l'appelle au potentiel, c'est que c'est un potentiel qui souvent n'est pas exploité du tout et qui souvent c'est plus un handicap qu'autre chose, hein. Faut le savoir dans la vie. Grosse difficulté à se concentrer, difficulté à se connecter à ses émotions, etc. Après je vais parler à la place de ma psy, mais d'après elle c'est ma faculté à être au potentiel qui en gros m'a permis de me sauver la vie entre guillemets de certaines situations émotionnellement en fait. Mais c'est ça qui a enclenché en fait cette dissociation émotionnelle. Bref, et donc j'ai fini dissocié émotionnellement. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure auquel je n'ai pas encore répondu, moi c'est vraiment ce dernier voyage qui m'a permis de me reconnecter à tes émotions. À mes émotions, c'est-à-dire que je suis parti comme dans les années 1900, comme je disais tout à l'heure, et j'ai fait ce voyage pas pour rien, déjà parce qu'il y avait des chevaux, et un cheval ça n'intellectualise pas, et donc j'étais obligé de passer par les émotions, le ressenti, la sensation physique tout simplement, de caresser un cheval, de lui faire, j'en sais rien, un massage, tu vois, de vraiment d'être dans ce contact-là. Et donc déjà d'une part ça, et aussi j'ai choisi les années 1900 parce qu'en fait c'était des années où on était moins connectés tout simplement, moins sur les écrans, sur les algorithmes. Encore une fois, nos métiers ils sont hyper stressants, ça nous rend anxieux de dingue, on est sans arrêt connecté. Je suis d'accord avec toi. Sans arrêt regarder les chiffres, etc. C'est hyper nocif. Il faut faire extrêmement attention à ça, je pense. Et c'est pour ça que j'ai choisi ces années-là, quoi. Tu vois, je suis parti avec aucun matériel moderne. Incroyable. Pas de synthétique sur moi,
rien. J'ai vu dans la vidéo une caméra des années... une ancienne caméra, quoi. Je sais pas comment on appelle ça. Un appareil photo, ouais. Des années 1900. Trop joli et tout, et c'était trop... Mais c'est trop bien que t'aies fait ça, et je pense que justement... En fait, on est censé être beaucoup plus connecté maintenant avec les réseaux sociaux, mais paradoxalement, on est très aliéné à nous-mêmes, on est très déconnecté de nous-mêmes, et donc peut-être aussi un peu des autres, dans le sens où il y a un peu un écran entre nous et nous-mêmes et entre nous et les autres, tu vois. Et après, je tiens aussi à dire que je trouve que les réseaux sociaux, c'est extrêmement puissant, ça a une puissance incroyable aujourd'hui. On est capable aussi de se connecter de manière phénoménale. Mais il y a aussi ce danger de se dire que, comme tu dis, quand on est trop focalisé sur les chiffres, sur les likes, sur les trucs, et je pense que qu'on soit créateur de contenu ou non, on a ce problème-là de... Ouais, non mais c'est vraiment pour le pire et pour le meilleur, quoi. Ouais. Tu vois, moi, c'est vrai que je peux pas dire c'est de la merde, c'est pas vrai, ça apporte quand même plein de choses. Bien sûr. Moi, le premier, j'ai pas fait d'école de cinéma. Si aujourd'hui je suis capable de tenir une caméra, de partir en tournage à l'étranger, de faire tout ce que j'ai fait, c'est juste parce que j'ai regardé des tutos YouTube. Je te promets, c'est vraiment, c'est dingue. Et aujourd'hui, ça c'était il y a 7-8 ans. Aujourd'hui, c'est décuplé, quoi. Quelqu'un qui n'a pas fait d'études dans un domaine peut presque se former. Bon, je dirais pas, on va pas devenir médecin du jour au lendemain avec Internet, il faut pas pousser. Mais en tout cas, au métier de la création, tu peux complètement trouver facilement des gens, t'entourer, faire du réseau grâce au net. Et c'est assez ouf, ouais. Ouais, c'est incroyable. Après, ça apporte en effet son lot d'addictions. Et quand les gens me disent « Waouh, ta vie, elle fait rêver », oula, attention. C'est pour ça que je fais souvent des FAQ des petites foires aux questions sur Instagram. Par contre, derrière un voyage comme ça, c'est 3 mois de prépa. Ça, c'est vraiment la face visible de l'iceberg. C'est des remises en question de dingue. C'est parfois des moments dangereux que je partage de plus en plus d'ailleurs sur mes réseaux. La toute dernière vidéo que j'ai faite, on est tombé au Kirghizistan justement sur... c'est des scènes de ouf, tu vois. On arrive, il y a des mecs qui sont tous bourrés, ils sont 10, et ils nous disent ok, alors là, Alexis, tu vas découper la tête d'une chèvre, tu vas la décapiter, tu vas lui couper des pattes, et on va faire un espèce de football avec des chevaux, ça s'appelle un coq-bolot. Donc ils prennent la chèvre qui est un peu ensanglantée, qui vient tout juste d'être décapitée, et ils font un genre de match de foot avec. Et tout ça, ils te disent ça avec des couteaux dans les mains et moitié sous, tu vois. Donc là, tu dis, ok, là c'est chaud. Tu vois, j'avais mon caméraman avec moi, donc là je passe en mode dissociation émotionnelle pour le coup. Ouais. Et je suis là, ok, réflexe numéro 1, tac. Enfin moi, en fait, j'ai fait ça toute mon enfance, donc si tu veux, paradoxalement, je suis hyper à l'aise dans les situations comme ça. C'est intéressant, ouais. J'ai un sang-froid naturel dans ces situations. Là où, tu vois, ça va beaucoup plus me stresser de faire une interview, par exemple. Je suis à l'aise dans les situations de crise. C'est intéressant, ouais. Mais parce que j'ai été dissocié émotionnellement, donc je suis super facilement capable de re-rentrer dans cet état. Tu vois, là, t'as une bombe qui pète. Ok, je vais savoir vous mettre à l'abri, je vais savoir gérer ça, je vais savoir vous rassurer, je vais savoir gérer tout ça, il n'y a pas de souci. Mais... Je vois ce que tu veux dire, en fait. Voilà. Les situations où tu pourrais être en mode... tu sais, on dit qu'il y a 3 modes dans les situations de danger. Le mode où tu vas combattre, tu vas fuir, où tu vas ce qu'on appelle freeze, c'est que tu vas être tétanisé un peu. Et donc toi, tu aurais plus tendance à te battre et à gérer, à faire face à la situation. Et c'est super intéressant de voir comment chacun réagit à des situations de crise, parce que on sait pas, en fait, à moins d'être confronté à une situation de danger ou de crise, dans ce cas-là, Ok, je vais juste te raconter une anecdote. Raconte. J'en ai jamais parlé sur les réseaux sociaux. C'est vrai ? Je te promets, c'est pas rigolo. D'accord. Très bien. Ok. Ok, je suis en Ukraine. Première fois que je vois un cadavre de ma vie. Oh putain. Une colonne de tanks s'est fait exploser à quelques kilomètres. On le sait pas. Je suis en convoi humanitaire avec un fourgon blindé de rations. Donc clairement, nous, on est un point stratégique pour les Russes. Tu vois, ils rêvent d'avoir un camion. On est au milieu des forêts, faut le savoir. On avance, bref, on fait la journée. On amène ces denrées à des gens. Donc déjà, journée extrêmement stressante, puisqu'à tout moment, on peut se faire attaquer. Là, je ne le sais pas, mais c'était un gros risque qu'on a pris, mais je ne le savais pas à ce moment-là.
Et sur la route du retour, donc on a cette fameuse colonne de tanks, on passe devant et on voit des cadavres à côté des tanks qui voilà, sont à moitié brûlés et tout ça. Ah putain. Je te passe les détails, gore, je suis pas là pour ça, c'est pas du tout là où je veux en venir évidemment. Et là je vois un groupe d'Ukrainiens qui arrivent, de soldats, et qui se prennent même en selfie, en photo avec un cadavre russe. Non. Oh. Et en plus c'était chaud parce que le cadavre c'était un gamin, il était pas un bébé hein, mais il avait 18 ans, 17 ans. Et il avait la tête vraiment, tu vois, comme ça, dans le tank. Et il lui relève la tête pour faire la photo avec. Oh non, c'est horrible. La scène abominable. Ouais. Je te passe encore une fois des détails, mais ce que je veux dire par là, c'est que à ce moment-là, je me suis posé une question, et c'est une scène, évidemment, que j'ai décrite à ma psy, et on en a beaucoup discuté, tu vois. Ouais. Tu te poses la question, tu te dis, ok, mais comment un humain peut faire ça? Ouais. En fait, bon, déjà, évidemment, il y a des raisons, c'est que ces mecs-là, ils sont au front depuis 15 jours et ses potes se sont fait tuer de la même manière et voilà. Mais en fait, c'est simple, les mecs, ils sont complètement dissociés, en fait. Là, tu ne ressens plus rien, en fait. Tu peux voir, tu peux découper de la chair, tu peux faire ce que tu veux, t'es dissocié. Ça, je pense, c'est vraiment le summum de la dissociation, en fait. Ces mecs-là, c'est sûr, ils sont traumatisés, ils vont avoir des syndromes post-trauma, et toute leur vie, ça va les marquer indirectement, même s'ils ils vont plus jamais réussir à se reconnecter à leurs émotions, en tout cas, pas s'ils font une grosse thérapie derrière. Ouais. Ça, c'est clair. Ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est le summum. Vraiment, c'est le pire truc possible. Mais ça peut passer par des petits trucs aussi du quotidien. Tu vois, un père, une mère qui va dire à son enfant, qui va jamais le rassurer, qui va, tu vois, très vite ça peut créer une dissociation. Le gamin, il va évidemment se dire, après je dis ça, je suis pas psy, hein, mais de ce que j'en ai compris, hein, le gamin, il va très vite, tu vois, un bisutage à l'école, ce genre de choses. Très très vite, tu vas te mettre à intellectualiser pour te protéger. En fait, tu vas te dissocier, tu vas ne plus ressentir au bout d'un moment. Ouais, c'est une technique de protection, de survie. Ouais. Enfin, tu vois, je dis ça, excuse-moi, je te coupe, mais à côté de ça, j'ai vu des types là-bas en Ukraine faire des actions mais héroïques, tu vois, mais c'est pas pour la caméra. Combien j'en ai vu des gens qui me disent, même des fois, les gars, ils avaient 17-18 ans, avec les armes, tu vois, je leur demande, ok, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, tu vois, est-ce que t'as pas plutôt envie de fuir et tout? Ben, le mec il te dit, mais fuir pourquoi, mec? Enfin, t'as pas compris en fait, c'est ça c'est ma terre, c'est ma famille, c'est mes endroits, enfin c'est mon spot ici, c'est ma langue, c'est ma culture, et en fait je suis prêt à crever pour ça, tu vois. Enfin, c'est un dévouement de ouf, tu vois. C'est impressionnant. Et c'est vrai qu'on est capable du meilleur et du pire. Tu vois, tout à l'heure je te parlais d'un convoi humanitaire, le mec qui faisait ça, il a fait ça pendant 15 jours, il faisait des allers-retours, ok, le mec il a pris des risques de mort, et je me rappelle, on arrivait dans les villages. Mais tu vois, j'ai vraiment beaucoup d'émotions quand j'en parle. Mais t'avais des vieilles femmes, peut-être t'avais 60-70 ans, qui pleuraient à nous voir. J'ai l'impression de faire la libération en 39-40, enfin en 45 du coup, de faire la libération dans les films que j'ai vus quand j'étais gamin, tu vois. Bien sûr. On arrivait, on était les premiers des fois arrivés en territoire... c'est incroyable. Territoire qui n'était plus occupé du coup, et les gens ils étaient là, ils pleuraient, ils nous touchaient comme ça et tout, tu vois, t'étais là, waouh, c'est un truc de ouf quoi. Et là on est en train de faire ça, tu vois. Et là moi ce que je me disais à ce moment-là, c'est ok, là je suis utile, tu vois, là je suis en train de filmer pour YouTube, pour une plateforme où où je pense que ça fait du bien d'amener ce genre aussi de contenu, parce que il y en a peu en tout cas de la part des youtubeurs, journalistes youtubeurs. Enfin bref, je m'égare un peu, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une guerre, je voulais juste apporter un peu de nuance, t'as vraiment le meilleur et le pire de l'humanité, mais c'était le cas aussi en France sur les Gilets jaunes que j'ai suivis pendant très longtemps pour des reportages aussi, où c'est pareil, t'avais le meilleur et le pire de l'humanité, tu vois. Ouais. Il y a toujours, c'est vrai qu'il faut toujours nuancer, parce que c'est vrai qu'on peut très vite généraliser, mais tu dis que en lisant un peu sur ton histoire, t'as fait une dépression et un burn-out, si je me trompe pas. Avec du recul, est-ce que t'arrives à comprendre un peu l'origine de cette dépression, de ce burn-out? Je te demande parce que je sais que moi j'ai fait plusieurs dépressions, j'ai fait un burn-out aussi, et je pense que pour ceux et celles qui nous écoutent, ça a déjà peut-être été le cas. Pour toi, qu'est-ce qui a été à l'origine de
cette dépression. Parfois, on parle de la dépression en disant que c'est un manque d'alignement entre ce qu'on ressent, ce qu'on veut, ce qu'on fait, et que, enfin, pas mal de gens parlent de la dépression un peu différemment. Mais toi, comment tu vois ça Déjà, je suis très curieux de savoir les conditions dans lesquelles enfin, ce qui t'a amené, toi, à faire un burn-out et tout. Ouais, bien sûr. Bah, moi, en fait, mais justement, je pense que pour moi, le burn-out, c'était... je travaillais dans une entreprise depuis presque 2 ans. Ouais. Et au début, ça se passait bien. Je me sentais assez alignée avec moi-même. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à me sentir complètement effacée, complètement inutile au sein de l'organisation. J'avais vraiment l'impression que ma voix comptait pas du tout. Et surtout, j'avais l'impression de m'éteindre, en fait. C'est cette sensation de m'éteindre et de... Un peu, tu sais, comme si je pataugeais dans le vide et que j'essayais de continuer dans quelque chose qui était vraiment plus du tout... qui n'avait plus du tout de sens. En fait, je trouvais plus aucun sens à ce que je faisais. Je me sentais... j'avais l'impression de me mentir à moi-même, en fait, tu vois. Et puis, c'était aussi très lié aux relations que j'avais au travail avec mon patron, avec mes collègues. C'était devenu très, très compliqué pour moi. Mais je pense que c'était aussi très lié au fait que je trouvais plus de sens. Manque de sens, ouais. Ouais. Manque de sens, et puis... c'est un peu une fatigue extrême. Enfin, le burn-out, j'ai l'impression que c'est vraiment... Ça vient d'une fatigue extrême d'efforts que tu fais, mais c'est comme si tu... C'est très lié, enfin, j'ai l'impression que c'est très lié à la peur, plutôt qu'à... Tu vois, quand tu travailles avec cette énergie de la peur, la peur de manquer, la peur de pas faire assez bien, pas assez de vues, enfin là, je parle de mon cas aujourd'hui, mais tu vois, la peur de pas faire du travail assez bon, que tout soit pas assez parfait, que tu sois pas assez impactante ou impactant, et en fait, finalement, t'es tout le temps dans cette peur, et tes efforts, ils sont drivés par cette peur, ce qui fait qu'à la fin, en fait, tu t'épuises, et t'arrives à cette vérité presque insupportable que ce que tu cherches, tu vas pas le trouver comme ça, en fait, tu vois. Et enfin, moi, c'est mon expérience. Je sais pas comment tu l'as vécu, toi. Ouais, j'ai des choses qui sont un petit peu similaires. Moi, en fait, si tu veux, je suis revenu d'Ukraine. J'ai vu des choses abominables pendant 3 mois. Et en fait, tout le monde me disait, waouh, en fait, ça doit être trop dur. Mais en fait, oui, c'était dur à voir, tu vois, mais en fait, moi, je t'ai dissocié de mes émotions, donc... Ouais. C'était la protection, donc en fait, enfin, c'est pas que je ressentais pas rien, non, c'était horrible, tu vois, tout à l'heure, j'avais presque les larmes aux yeux en parlant de certaines choses, mais ça allait, en fait, je voulais repartir justement sur des terrains de guerre et tout ça pour continuer, parce que je me disais, ok, c'est bon, j'ai trouvé ma voie, en fait, je suis fait pour ça, c'est sûr, vraiment, j'ai aucun doute, je m'étais dit, voilà, sur le coup, je me suis dit, c'est bon, je suis utile, là, en fait. Et puis petit à petit, j'ai réfléchi à comment mettre ça en place, tout ça. Et puis j'ai travaillé comme un ouf, vraiment, pour mettre ça en place. Et j'ai aussi vu ma psy, comme je disais tout à l'heure, en parallèle, que je vois régulièrement, parce que c'est juste trop important, et qui m'a parlé de cette dissociation émotionnelle. Et là, je me suis dit, waouh, ok, en fait, c'est peut-être pas une bonne idée de faire la guerre, parce que je vais jamais réussir à travailler sur cette dissociation si je vois des cadavres toute ma vie en permanence. Donc il y a eu ça, et puis là des remises en question, putain, et puis alors là c'est bon, c'est parti, en mode philocognition, surintellectualisation de tout. Ok, alors aujourd'hui je suis là, il me faut un peu d'argent pour vivre, j'ai envie de faire des voyages qui mêlent ça, j'aime la photo, j'aime la vidéo, j'aime le voyage, mais en même temps le voyage éthique, j'aime un peu les trucs engagés, mais en même temps j'ai envie de servir les gens, mais en même temps j'ai envie de faire ceci, c'est ça. Ok, alors si j'élimine ça, mais je fais ça, et là je pars dans des... Comme ça, je suis comme ça vraiment tous les jours pendant 3 mois. Je m'épuise, mais c'est j'imagine, putain, ça horrible, épuisement de dingue, mêlé à plein d'autres soucis à droite, à gauche, des projets que j'ai montés il y a très longtemps, qui sont encore en train de se faire, et des galères à droite, à gauche. Et en fait, là, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, j'en peux plus, impossible de me lever le matin. Et puis là, c'est ce qu'on appelle un burn-out, c'est-à-dire une dépression liée au travail. Ce n'est plus ni moins que ça, un burn-out. Et puis ok, c'est bon.
je lâche tout en fait. Là c'est bon. En fait, j'avais vraiment ce truc là de me dire putain, j'arrivais pas à lâcher, tu vois. Genre non, en fait je suis un battant en fait. Et puis non, en fait, souvent la solution c'est ok, accepter que je suis en burn-out. Enfin, j'accepte que je suis en burn-out. Moi c'est ça qui m'a aidé, accepter que j'étais en burn-out. Ok, je suis en dépression en fait. Ok, faut je le dis, j'en ai pas honte. J'ai fait une dépression, mais au final je me rends compte que plein de gens en font, soit osent pas se le dire, soit ne l'assument pas. C'est ridicule en fait. Parce il y a tellement de honte autour de ça alors que non mais grave. Genre je vais voir un psy, les gens ils sont ils osent pas trop en parler, tu vois. Mais non, mais c'est oui, je vais voir un psy, mais trop bien en fait. Ça veut dire que je prends soin de ma santé mentale. Exactement. Mais putain, je suis trop d'accord. En fait, il y a de la honte, il y a beaucoup de jugements, il y a plein de tabous autour de ça, alors que je sais pas si c'est culturel, tu vois, parce que je vois qu'aux États-Unis, c'est très glamour d'avoir un thérapeute, un psy, tu vois, c'est signe de self-care, tu prends soin de toi, tu prends soin de ta santé mentale. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de mal, peut-être en Europe, je sais pas, à accepter et à se dire, bah, en fait, tu peux aller voir un psy sans pour autant être fou ou sans pour autant être défaillant. En fait, c'est pas une défaillance, c'est simplement qu'on a besoin de ça, on a besoin d'un espace où on peut s'exprimer, et c'est fou de se dire qu'on juge beaucoup moins le fait d'aller voir un médecin pour des problèmes physiques que... Alors que souvent les problèmes physiques sont liés aux problèmes psychologiques. Non mais c'est ça. Je le vois autour de moi, tu vois. Mais le corps et l'esprit, non, mais je suis complètement aligné à ce que tu dis. En fait, même si les gens n'ont pas tant de problèmes que ça, pour moi c'est avant tout apprendre à se connaître. Moi c'est ce que j'ai réussi en partie grâce à mes aventures, mais mes aventures ne me permettent pas de me connaître non plus à 100%. J'ai été à côté suivi en effet par un psy et en plus une coach. Ça c'est super ça. Et parce que j'ai eu cette opportunité-là, j'y croyais pas du tout au début, je me suis dit ouais vas-y c'est bon, les coachs d'Instagram à 2 balles. Alors, j'ai fait le coaching, je me suis dit ok c'est ouf en fait. C'est ouf hein. Parce qu'en fait la psy elle travaille sur le passé, le coach travaille sur le futur. Exactement, c'est ça. Et ça c'est le truc que j'avais pas du tout compris. Et je me suis dit ok, un coach pour moi c'était un sous-psy. En fait pas du tout. Après bon il y a tout dans les coachs. Bien sûr. Mais un ou une coach bien formée, c'est puissant. C'est ultra puissant. Moi ça m'a débloqué mais des trucs de fou. C'est incroyable. Mais tu vois c'est quand même super que t'aies pris cette initiative parce que beaucoup de gens osent pas le faire. Je pense que beaucoup de gens voient pas encore l'intérêt de ça alors que ça peut vraiment changer ta vie quoi en fait de faire ça. Ouais, c'est ce que je me dis. Je parle du prix de mon psy ou des coachings, tout ça. Pour le coup, le coaching, je l'ai eu gratuit parce que c'était le début de l'activité de quelqu'un qui voulait avoir des premiers clients. Il l'a fait gratuite. Mais et souvent, les gens me disent « Wow, putain, c'est un budget de ouf, quoi. » Mais je comprends pas. En fait, c'est un investissement qui va changer ta vie. Bah oui, c'est ça. Alors que tu n'aurais aucun mal. Je trouve qu'on n'a aucun mal à... Alors je dis pas c'est super d'avoir des bons téléphones et tout tu vois, mais on n'a aucun mal à investir dans des vacances. Ok, tu vas investir dans des vacances, tu vas partir en vacances et tu vas te sentir mal, tu vas te sentir et tu vas pas savoir quels outils utiliser pour vraiment profiter de tes vacances, vraiment profiter de tes moments avec tes proches, avec les gens que t'aimes. Donc on n'a aucun mal à investir dans ce genre de choses, mais quand il s'agit de nous, c'est comme si on n'en voyait pas, on sent, peut-être qu'on se sent même pas méritant d'un tel investissement, je sais pas. Peut-être, c'est vrai que j'avais jamais vu le truc comme ça, mais je pense qu'il y a aussi une part de fuite et de peur de se confronter au problème. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le plus grand problème, la plus grande difficulté pour moi, le plus grand dépassement de soi, c'est d'apprendre à se connaître et en fait, d'être confronté vraiment aux problèmes qu'on a liés à notre mental, etc. Et essayer de les résoudre. Perso, enfin... Ouais, et puis en fait, faut pas non plus mentir aux gens. C'est pas en allant voir un psy que les problèmes vont se résoudre. C'est en allant voir un psy et faire une vraie thérapie ou un coach, etc. Aussi, ça peut aider. Mais ça prend du temps en fait. Ça prend du temps, faut se donner les moyens, faut derrière travailler un minimum, etc. Mais bien sûr. Mais après, oui, en effet, Enfin, moi, je sais que j'ai eu des résultats de fou et j'espère n'en être qu'au début. Et j'ai toute la vie encore pour me connaître, apprendre à me connaître et je vais encore évoluer, etc. Et je pense que c'est pareil pour toi. Bien sûr. Donc, Ouais, je suis d'accord avec toi. Je peux t'interviewer dans ton interview ? Mais oui, bien sûr, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Avec plaisir, avec plaisir. Non, mais franchement, je m'interrogeais là par rapport à ton... Ouais. Ce que tu disais par rapport à la dépression, etc. Aujourd'hui, comment tu... Je prends vraiment les rênes du podcast. Hein. C'est mon podcast. Allez, Bienvenue fonce. sur l'école de la vie.
Je suis Alexis Lopez, je suis le suppléant de Mariam. Je vous pose aujourd'hui une question, Mariam. Oui, dis-moi. Mariam, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui avec cette nouvelle activité par rapport à l'ancienne en entreprise? C'est quand même quelque chose de passer de salarié à entrepreneur au final. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais quoi, vous savez quoi? Non, mais vraiment, tu sais quoi, je remercie vraiment, enfin, je suis hyper reconnaissante de pouvoir faire ça parce que j'ai tellement prié pour ça, j'ai tellement rêvé de ça, mais vraiment, et je me rappelle que quand je suis partie de mon ancien job et que j'étais au chômage, j'étais chez moi et je me rappelle que j'avais tellement peur. J'avais tellement peur et je me rappelle que j'étais là, sur le sol de ma cuisine et je pleurais et je me disais mais qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas payer ton loyer? Comment tu vas... Et moi, il faut savoir que je suis une très grosse anxieuse. Je suis très anxieuse de façon générale. Ça se voit pas trop parce que je suis très calme, mais à l'intérieur de moi, là ça va, hein, mais à l'intérieur de moi en général, j'ai beaucoup d'anxiété et j'ai besoin de tout contrôler. Ça, c'est un de mes plus gros problèmes. Donc, à ce moment-là, j'avais aucun contrôle. Je savais pas ce qui allait se passer. Et je commençais à faire de l'anxiété sur l'avenir, tu vois. Et en fait, pendant quelques mois, j'étais en grosse dépression. Je restais dans ma chambre enfermée, je pleurais tous les jours, je m'endormais en pleurant. Et en même temps, je priais. Je me disais, mais je vous en supplie, l'univers, si vous m'entendez. Bon, moi, je crois en Dieu, chacun croit en ce qu'il veut ou ne croit pas. Mais moi, je faisais ces prières et je disais... J'aimerais tellement pouvoir faire ce qui me plaît et si on m'aide à trouver un petit chemin que je peux prendre et qui va me permettre d'avoir une petite idée de ce que je dois faire, bah je le prendrai et je travaillerai dur et tout. Et avec les vidéos TikTok, ça a commencé. Je me suis dit, bah en fait, c'est un chemin qui se trace pour moi, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, je suis super reconnaissante de ce que je fais. Mais je tiens aussi à dire que ça vient avec beaucoup d'anxiété, avec beaucoup de... J'ai d'autres formes de peur. Tu veux dire que t'avais pas de stratégie en fait en faisant ça et c'est venu comme ça? Bah en fait... Parce que ce que je veux dire par là, c'est j'imagine que tu t'es quand même donné les moyens de faire ça. Bien sûr, bah en fait j'ai commencé avec TikTok. Mais quand j'ai commencé avec TikTok, je me suis pas dit... Quand j'ai commencé avec TikTok, j'ai eu une intuition ou comme une sorte d'image, enfin pas d'image, mais comme une sorte d'intuition qui me disait il faut que tu fasses des vidéos sur TikTok. Et quand j'ai commencé, j'ai vu que ça commençait à marcher et donc j'ai continué et là j'ai commencé à me dire ok, maintenant il faut que tu fasses sur Instagram, etc. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci. Et j'ai commencé un petit peu plus à m'organiser, à planifier. Mais au début, je me suis juste dit je sens qu'il faut que je fasse ça, donc je l'ai fait, tu vois. Sauf qu'en fait, je me suis pas rendu compte qu'il y avait des peurs en moi qui n'étaient pas encore réglées, tu vois. La peur de pas être assez bien, la peur de pas être la meilleure, la peur de pas être parfaite, le perfectionnisme. Plus ça marchait, plus je me mettais la pression de il faut que ça continue à marcher, il faut que mes vidéos elles fassent énormément de vues, il faut... Et comme tu l'as dit, en fait, j'étais même plus dans... Je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais même plus dans l'intention de faire ce qui était juste pour moi, mais plus l'intention de faire ce qui allait plaire aux autres. Et les réseaux sociaux, du coup, avec ce métier, c'est vraiment, comme tu dis, tout est une question de chiffres, en fait. Et puis, j'ai vu que les gens commençaient aussi à me traiter différemment, mais totalement différemment. Alors là, mais le jour et la nuit, quand je rencontre quelqu'un, ou même quelqu'un que je connais depuis longtemps, avec qui je parle pas forcément beaucoup, qui est pas très proche de moi, je vois la différence de traitement phénoménale. Ah ouais, t'es une star, blablabla, alors que pas du tout, tu vois. Mais c'est juste cette différence de traitement. Y a plein de choses qui viennent en compte et qui ont... Je pense qu'ils ont appuyé sur des peurs, des blessures que j'avais. Et donc, aujourd'hui, je vais bien, mais je sais que j'ai encore des choses à régler et que, justement, les réseaux, ça vient un peu mettre en lumière certaines choses que je voyais peut-être même pas avant, tu vois. Du coup, c'est ça. Et je continue juste sur une question qui m'intrigue, tu vois, par rapport à ton parcours. Est-ce que toi... Est-ce qu'au final, le fait d'être encore en chemin vers la guérison, la dépression est une maladie, ça t'empêche de coacher, on va dire, des gens, de conseiller vraiment des gens ou pas?
Est-ce que tu te sens légitime, du coup, vraiment de coacher? Parce que la question de la légitimité est hyper importante, je pense, dans ce job. Totalement, ouais. C'est une super bonne question. Je me sens légitime et je vais même dire que je pense que, tu vois, les coachs que j'admire le plus aujourd'hui, qui m'inspirent le plus plutôt, c'est des... Mon ventre, il veut pas me lâcher. C'est des coachs qui sont très conscients de leurs blessures et qui sont encore aujourd'hui, tu vois, même à 50 ans, en train de guérir leurs blessures, de guérir certaines choses. Je pense que la guérison ou la transformation, elle se termine jamais. Je pense que c'est un chemin de vie, justement. Et je me sens légitime parce que... Justement, je pense que c'est ma force, elle est dans le fait que je sois consciente des choses en moi que je dois guérir. Et justement, j'en fais une force aussi dans mes coachings parce que ça me permet d'avoir de l'empathie, de comprendre la personne que je coach. Et ça m'aide aussi assez étrangement, personnellement, dans mon propre chemin de guérison, tu vois. D'accord, ok. Oui, ça t'aide à quelque part aussi de comprendre, je pense. Ouais. C'est incroyable à quel point ça... Ouais. Il y a des situations dans des séances de coaching où, en fait, vu que tu coaches quelqu'un et que c'est pas toi, ton cerveau, tout de suite, il analyse automatiquement la situation avec objectivité. Et quand tu te rends compte qu'il y a beaucoup de similitudes, par exemple, avec quelque chose que toi, tu vis, et ben, tu te dis, ok, mais Mariam, mais pourquoi tu penses pas comme ça pour toi, tu vois? Est-ce que tu fais des coachings en face-to-face ou c'est que de la formation? Ah, tu fais aussi des coachings. Ouais, ok, d'accord, je savais pas. Je croyais que c'était que des formations en ligne. Non, je suis aussi en... Ok. Et du coup, je sais que tu as grandi principalement avec ton frère qui a eu un rôle important dans ta vie et qui a un petit peu pris le rôle de parent avec toi. Comment est-ce que tu l'as vécu? Enfin, comment est-ce que ça a impacté ta vie avec du recul? Comment est-ce que tu vois ça aujourd'hui? L'impact que ça a eu sur toi? Je pense que l'impact, en fait, il est énorme dans le sens où... il est surtout énorme pour lui, j'imagine, parce que c'est lui qui a eu ce rôle assez délicat de... Ouais, à un moment donné, quand nos parents se sont séparés, quand on était ados, d'avoir à la fois ce rôle de père, entre guillemets... et à la fois ce rôle de collègue, puisque après on a pas mal travaillé ensemble. Je pense que c'était aussi vachement lié. Non, mais c'est juste un soutien de ouf. Tu vois, si je pense j'avais pas eu mon frère qui m'avait aidé tout ça quand j'étais ado, ça aurait été très compliqué. Je me serais senti très très seul. Et déjà que c'était compliqué, que je pense honnêtement, je pense je faisais une sorte de dépression quand j'étais ado. Et en fait, c'est un soutien de ouf. Tout à l'heure, je parlais du documentaliste de mon CDI qui m'avait aidé à trouver ta passion. Le cinéma et trouver un petit peu ma passion. Ben, c'est un peu pareil pour un frère. En fait, peu importe qui c'est, en fait, c'est simple. On a besoin de soutien dans la vie. On a besoin de gens qui croient en nous. C'est vrai. Et s'il y a vraiment un truc que j'ai envie de dire aux futurs parents, c'est putain, mais croyez en vos enfants. Ouais, c'est vrai. Mais ça veut pas dire forcément les chouchouter, ça veut pas dire forcément être hyper dur avec eux, mais c'est juste leur donner de l'amour, quoi. C'est le truc le plus important, en fait. Donner de l'amour à ses enfants, essayer de les comprendre, essayer de comprendre les mécanismes mentaux, le fonctionnement, comment fonctionnent, en fait, les mécanismes psychiques. Et je pense que c'est super important. On a besoin de croire en des gens et des gens croient en nous, c'est très très important. Je suis d'accord. Et je me rends compte aussi qu'on a besoin d'amour inconditionnel de la part de nos parents, de notre famille, de sentir qu'on est aimé, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, quoi qu'on décide de faire, peu importe à quel point on performe, peu importe à quel point on réussit à l'école, on réussit dans la vie, peu importe notre statut social, en fait. Je trouve que c'est super important d'avoir ce noyau de personnes, et surtout quand c'est tes parents, je trouve que c'est encore plus impactant. Mais même si c'est pas tes parents, finalement, tu vois, même un ami ou quelqu'un qui... Tu sais que cette personne, elle t'aime pour ce que t'es, peu importe ce qui se passe, peu importe l'argent que t'as ou ton statut social. Et je trouve que ça, c'est guérisseur, ça, je trouve, ce genre d'amour. Mais s'entourer de personnes hyper bienveillantes et pas nocives, en fait. C'est ça. Enfin, c'est ça le... Ok, on n'a pas tous des super familles, on n'a pas tous des... Exactement, voilà, on n'a pas tout ce qu'il faut. Et en fait, c'est pas grave, parce qu'il y a un truc qui est trop cool dans la vie, c'est qu'on peut choisir les gens avec qui on va traîner. C'est vrai. Et évidemment, il faut s'entourer de...
c'est hyper nocif d'avoir un groupe d'amis qui n'est pas bienveillant, qui n'est pas là pour justement pour aimer les uns et les autres inconditionnellement dans ce groupe. Et ouais, mais c'est assez rigolo parce que c'est un peu le truc des réseaux sociaux aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ok, tu fais une vidéo qui parle de tel truc. Bon, ben les gens évidemment ils vont kiffer, ou pas forcément, mais en tout cas s'ils kiffent, tu parles d'un autre sujet demain, mais en fait ils vont te dire que c'est de la merde ce que tu fais. Enfin, ou pas, hein, mais ça peut. Et là tu te dis ah ouais, ok, en fait les réseaux c'est fake quoi. Enfin, c'est pas des gens qui t'aiment, c'est des gens qui aiment ce que tu fais et non pas qui t'aiment toi. Et c'est là où c'est très important, c'est de se séparer soi de son travail. Ouais, quelle part tu mets dans ton travail ou non, en fait, tu vois. Et ça c'est le cas dans tous les métiers. Je suis trop d'accord. Tous les gens qui entreprennent des... Enfin, je sais pas, tous les artistes, ou faut réussir à créer des frontières entre son travail et soi, en fait, c'est très important, quoi. C'est ça qui fait mal, en fait, aussi, c'est quand on s'identifie à son travail. Je sais pas si tu connais Gabor Maté, docteur Gabor Maté. Non. C'est je te conseille vraiment de regarder un peu c'est un expert sur le trauma, sur le développement de l'enfant, les addictions, les traumas. Et il parlait de ça, il disait que quand on s'identifie à quelque chose, donc par exemple, je sais que moi, dans mon cas, j'aurais tendance à me donner de la valeur, à m'identifier à ce que je fais, à mon travail, tu vois. Quand on fait ça, c'est très dangereux parce que du coup, tu donnes le pouvoir, en quelque sorte, aux autres de décider de ta valeur, tu vois. Si ton travail n'est pas au niveau pour les autres, du coup, t'as aucune valeur. Et il parlait de ça parce qu'il disait que lui-même, il s'était identifié à son livre et au succès de son livre, tu vois. Et donc, si le livre n'avait pas de succès, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que son travail est pourri, ça veut dire que lui-même n'a pas de valeur, tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'on a tendance à faire ça avec différentes choses, tu vois. Il y a des gens qui font ça, par exemple, avec... je dis n'importe quoi, mais par exemple avec une relation amoureuse. Si quelqu'un veut se mettre en couple avec moi, et si ma relation se passe bien et tout va bien, j'ai de la valeur, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un qui a de l'importance... mais si ça se passe mal, par contre, j'ai aucune valeur, je me sens complètement... tu vois ce que je veux dire ? Carrément. Et donc, carrément. Moi, tu vois, le premier truc que ma coach, elle m'a dit, c'est simple. Je suis arrivé en lui disant, en quelque sorte, ouais, en fait, j'ai un stress de ouf par rapport à mes projets, parce qu'en fait, si je fais pas ce que les sponsors, entre guillemets, c'est même pas les sponsors, si je fais pas des vidéos qui marchent, évidemment, j'ai pas de sponsor, donc pas de sponsor, je peux pas en vivre, et je peux pas en vivre, j'arrête tout, en fait. Ouais. Et donc, du coup, je suis arrivé en disant, je me mets une pression de ouf pour ça, et putain, ça me fait chier, en fait, je veux l'enlever, cette pression, tu vois, je veux pouvoir être aligné avec moi et tout. Et en fait, elle m'a très vite dit, ok, donc si je comprends bien, en fait, c'est tes sponsors, entre guillemets, indirectement, qui décident de ta santé mentale, en fait. Puisque si tu es prêt à travailler 60 heures par semaine pour en gros des sponsors qui vont te payer, et là je me suis dit waouh, en fait ok, vu comme ça non, en fait pas du tout. Ok, bon, si c'est pas les sponsors, est-ce que c'est les gens, du coup c'est les gens qui décident de ta santé mentale, indirectement, tu vois. Et non, en fait non plus. Donc ok, bon, c'est pas grave, je vais faire un truc qui sera moins vu mais qui me fait plaisir. Ok, je vais bien, en fait. Exactement. Tu vois, donc c'est vrai que t'as toujours ce truc là de désolé, je me suis perdu. Non, c'est le truc de se dire qu'on a tendance à s'identifier à la gratification extérieure qu'on peut nous envoyer aussi, peut-être, tu vois. Oui, complètement. Et ça, c'est... Mais je trouve que c'est vraiment un chemin... En fait, quand je pense à ça, je me dis que quand on se détache totalement de ça, on est vraiment libre, tu vois. Mais c'est une liberté... assez extraordinaire parce que tu dépends plus du tout de l'extérieur pour te sentir complet, pour te sentir en paix avec toi-même, tu vois. Ouais, se détacher du regard des autres, ça va aussi sur le physique, ça va sur plein de choses. Exactement. Totalement. Carrément. Non, mais carrément. Moi, si je parle à des gens, certains vont me dire, ok, putain, en fait, un putain de mec complètement marginal... tu vois, je sais pas, tu peux avoir des trucs un peu, ouais, t'es hors système. Oui, les gens ils jugent de toute façon. Oui, en fait, c'est ça, t'es dans le jugement permanent. Et évidemment, ce qu'il faut, c'est réussir à rester focus sur qui t'es toi et qu'est-ce qui te rend heureux. Je pense que c'est le principal. Exactement. Et en fait, faut s'en foutre du reste, quoi. Ouais, je suis d'accord. Tout en restant évidemment un minimum éthique. On vit dans un monde et il faut avoir conscience. Moi, j'essaie d'avoir conscience au max des. Enfin voilà.
maximum des gens qui m'entourent. Tu vois, c'est con, mais moi, il y a un type, il m'écrit un message sur Instagram. Franchement, je réponds tout le temps. Mais ça ne m'arrive jamais de ghoster quelqu'un. Enfin, je sais pas, je pense au type qui a passé du temps à écrire son message. Je suis en voyage avec un fixeur. Le mec, je sais que je suis dans un pays où il gagne pas beaucoup. Enfin, il n'y a pas besoin de les payer très cher. Si je suis dans un pays assez pauvre et tout. Bah non, en fait, le mec, il s'est défoncé pour moi et tout. Bah, je le paie bien, quoi. Enfin, je me débrouille. Enfin, j'essaie au maximum d'avoir conscience de ça, et je pense qu'en fait si tout le monde faisait ça, bah ouais, évidemment le monde irait mieux, tu vois. Totalement, mais totalement. Et puis c'est ça, c'est vraiment traiter les autres comme t'aimerais qu'ils te traitent, en fait. Oui, comme t'aimerais, tu les considères et tu les respectes, enfin, comme t'aimerais qu'on te traite, finalement, comme t'aimerais qu'on te... Les petites nuances que j'apporte, c'est qu'en fait, dans ce monde, évidemment, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Donc, il faut aussi savoir se protéger un minimum des personnes nocives et bien s'entourer. Mais là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Savoir s'entourer, c'est évidemment essentiel, hyper important dans la vie. Et une chose que je tiens à dire aussi qui est hyper importante, pour le coup, là, je pense que j'ai la légitimité de le dire parce que je viens, mais vraiment de très très loin, c'est qu'on ne fait pas les choses seul. Sans mon frère, je ne serais jamais arrivé à faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Sans le gars de mon CDI, quand j'étais gamin, je ne serais jamais arrivé à faire tout ça. Sans plein de gens qui m'ont aidé. Je pense à des amis qui m'ont filé des coups de main sur des tournages. Je pense à des gens qui m'ont fait des retours sur des vidéos. Sans, évidemment, toute la communauté qu'on a, nous, pour le coup, sur le net, qui nous donne des retours et qui nous soutiennent. Ça, c'est évident. C'est vrai. Mais je pense à des proches, évidemment, que j'aime très fort et qui nous soutiennent au quotidien. Mais on ne fait rien sans être bien entouré. Donc je pense que le premier truc à faire avant de chercher à vouloir conquérir le monde, c'est essayer de faire un point dans sa vie. Est-ce que j'ai un socle, un porte-avions, entre guillemets, qui est solide? Est-ce que je peux poser mon avion quelque part? C'est vrai. Est-ce que si mon avion, je peux le poser quelque part, ça veut dire que je peux prendre des risques, je peux me projeter, je sais que je peux revenir sur ce porte-avions. Si je reviens sur ce porte-avions, je vais être en sécurité tout simplement, et je vais pouvoir me ressourcer dans les moments de bad, parce que faut pas se mentir, à travers ton parcours qui est extrêmement inspirant, et je pense qu'il fait rêver beaucoup de monde, et à travers les parcours de plein de gens qui réussissent, évidemment, il y a des moments de remise en question, dis-moi si je me trompe, des moments de bad, des moments où il y en a beaucoup. Mais oui, tu te tritures le cerveau dans tous les sens, des moments où t'as besoin de ce porte-avions, et c'est indispensable, vraiment indispensable. C'est vrai, et je suis contente que tu dises ça parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup aussi sur Internet du storytelling, de self-made, j'ai tout fait tout seul, etc. Alors, je pense que c'est important de reconnaître qu'il y a un travail personnel qui est énorme aussi, que ce soit un travail intérieur ou un travail professionnel qui est énorme, qu'on fait individuellement, mais je suis totalement d'accord que l'entourage... Les personnes qui croisent ton chemin, qui te donnent la main, qui te transfèrent leurs croyances en toi, enfin, il y a tellement de façons d'impacter quelqu'un et c'est phénoménal à quel point ça joue dans notre parcours. On ne peut pas faire tout seul, ça n'existe pas et je pense que beaucoup de gens aimeraient faire passer ce message de « j'ai tout fait tout seul, je suis quelqu'un de solitaire, etc. » mais... Dans les faits, quand tu regardes bien l'histoire de chacun, on a besoin les uns des autres. Et c'est une force. Tu vois, moi je pourrais dire, c'est simple. J'ai le truc un peu à l'américaine, tu vois. Mais en plus, c'est pas faké, c'est vrai. Enfin, je peux prouver en photo, en vidéo. T'as de gens qui sont venus dans mon ancien studio qui était un garage. Oui, j'ai commencé dans un garage, j'avais 17 ans. Vraiment, mais j'avais tous les... Enfin, il y avait rien, quoi, tu vois. Mais j'avais mon frère, tu vois. J'avais mon frère, on était putain de soudés, quoi. Et on l'est toujours aujourd'hui, tu vois. Même si du chemin est passé et tout, mais... Et on s'est battu. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a une dépression, il y a un burn-out, il y a des moments de remise en question de ouf, il y a des bads, il y a une thérapie avec une psy, il y a du coaching. Et en effet, demain, je peux arriver, aller sur ton podcast et dire « Salut, moi, je suis Alexis. » Et ben voilà, c'est simple. Alors, je t'explique ma vie. J'étais dans un garage, j'ai fait des déchettes, j'en ai chié de ouf. Et j'ai survécu en Sibérie, en Ukraine, ceci, cela, je reviens du Kyrgyzstan. Voilà. Allez, abonne-toi. Exactement. Mais c'est de la merde, en fait. Non, c'est pas vrai. Et tu laisses de côté des choses... Bien sûr, non. Évidemment, non. Et heureusement, en fait, parce que sinon... T'imagines, j'aurais pas pu me construire, toi t'aurais pas pu non plus te construire sans tout ça, et puis c'est très bien d'être passé par ces moments-là, mais ce qui est important que les gens comprennent, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ça, c'est que non seulement, comme on disait tout à l'heure, on fait pas les choses tout seul, mais aussi il y a des hauts et des bas pour tout le monde,
pour tous les gens que vous enviez sur les réseaux sociaux et tout. Les réseaux sociaux, c'est la face visible vraiment de l'iceberg. C'est vraiment... C'est que la partie visible. Il y a derrière, c'est un taf de ouf, de monstre. Et c'est... Je dirais pas souvent, mais très souvent, pas du tout un bonheur Enfin, comment dire... Moi, je vois beaucoup de créateurs qui en fait, ils font ça, mais honnêtement, des fois, je les vois, je me dis, mais en fait, pourquoi tu fais ça, mec? Il y a beaucoup de créateurs qui sont très malheureux. Qui se forcent à faire du contenu, hein, tu vois, qui sont super malheureux. Mais je crois qu'il y avait une série sur France TV Slash qui est sortie là-dessus en plusieurs épisodes sur des youtubeurs qui en fait, tu te rends compte que ça va pas du tout. Ils galèrent dans leur vie, etc., etc. Tu vois, moi, j'ai commencé il y a 7 ans, quand j'avais 17-18 ans, je faisais des vidéos dédiées à l'airsoft. Parce que c'est ce qui me passionnait quand j'étais ado. Et tu vois, après, j'ai grandi et j'ai arrêté. Et ces vidéos d'airsoft, ça marchait vraiment de ouf. Pour la petite niche que c'était et tout ça, ça marchait de ouf. Mais pourquoi je disais ça? Mais tu vois, même là, qu'il y avait des créateurs qui allaient pas bien. Oui, non mais voilà, et puis en fait je finissais à ce moment-là, et puis je me disais, non mais au bout d'un moment je me suis dit, non, j'ai envie de faire autre chose. En fait je n'allais plus bien, je me forçais à faire du contenu. Donc t'es là, tu sors ta caméra, salut les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de ça, et puis au bout d'un moment t'es là, tu cut, ton sourire il fait... Bon, voilà, ça c'est fait. Ouais, putain, c'est et là, horrible. tu te dis, putain, mais non, mais là, ça va plus, quoi. Là, faut que j'arrête. Et il y a beaucoup de créateurs de contenu aujourd'hui sur le web. Qui font ça. Croyez-moi, qui font ça. Mais ils ont créé un business, en fait. Ils ont besoin de bouffer, ils ont besoin de continuer, en fait. Ouais. C'est pour ça aujourd'hui ils sont pris au piège, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est là où c'est très très difficile. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai cette perso de parler à ma communauté de psychologie, de voyage, d'aventure, à la fois de journalisme, parce que c'est plein de trucs qui me plaisent. En fait, je me dis, ok, bon, au moins j'ai ce truc-là qui. Mais tu peux très vite devenir dépendant à tout ça, etc. Et donc voilà, faut pas écouter. Tout ça pour dire, faut pas si on n'est pas bien dans un truc, à un moment donné, faut changer, faut essayer en effet de se prendre en main et de se faire accompagner, je le dirai jamais assez. Par des professionnels. Je suis totalement d'accord, et je trouve que c'est bien aussi de... Tu vois ce que tu dis sur le fait que on peut te voir aujourd'hui et on peut très bien prendre des petites parties de ton histoire et se dire ah mais ce mec ça a été trop facile pour lui, dans le sens où pas trop facile, mais dans le sens où il a réussi comme ça à réussir à se challenger, à se dépasser mentalement, à se dépasser professionnellement, sans voir qu'en fait, il y a des moments de doute, il y a des moments de peur, il y a des moments d'incertitude, mais complète en fait. Tu sais pas ce qui va se passer. Et pourtant, tu continues, et peut-être même qu'il y a des moments où... Tu vois, moi, je sais que il y a des moments... En fait, c'est pas linéaire, et je pense que les gens ont tendance à croire que... Et même moi, je pensais que c'était très linéaire avant. Tu vas d'un point A à un point B, à un point C, et puis ça continue. Et en fait, il faut comprendre qu'il y a des moments où tu vas retourner en arrière, où ça va être très difficile. Et puis, tu vois, même le fait que tu aies arrêté l'airsoft, ça montre aussi que tu es dans une quête de vérité et de sens, parce que tu aurais très bien pu continuer. Ça aurait très, très bien marché pour toi, je pense. J'aurais monté un magasin, je dis honnêtement. Si j'avais monté un magasin, aujourd'hui, je serais multimillionnaire, je serais blindé, vraiment. Ouais. Au moment où j'ai arrêté l'airsoft, je voyais les chiffres de mon partenaire, je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi j'arrête? Il y a une voix dans ma tête qui me disait, mais pourquoi je suis une boulette ou quoi? Et tout le monde autour de moi me disait, mais non, mais mec, mais arrête pas, mais t'es trop con, mais tu fais ça 2-3 ans, tu t'en mets plein les poches et après tu montes un projet. Mais tu vois, c'est fou, alors tu vois, tout le monde autour de toi te disait ça et tu t'es quand même écouté. Ouais, moi je m'écoute tout le temps. Genre, C'est ouf. Franchement, je vais te dire un truc. J'étais en bac professionnel. Ouais. Parce que j'ai fait un bac professionnel. Vu que j'étais en échec scolaire en seconde générale, ils m'ont mis en professionnel. Je sais pas ce que je foutais là et tout. J'ai quand même rencontré des gens super et tout. Notamment des profs avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. C'était cool pour cette partie-là, mais j'étais un peu paumé. Et quand t'es en bac pro, très très difficile d'après aller en DUT ou de faire autre chose, tu vois. T'es en bac pro, en principe, si tu sors d'école et puis soit tu fais un BPGEPS ou je sais pas trop quoi. Voilà. Enfin, pour nous, c'était ça parce que j'étais dans le milieu du secteur socio-culturel. Et puis après, tu bosses. Grâce au film que j'ai fait, le premier court-métrage que j'ai fait, un DUT m'a dit ok, vas-y, on te prend. Parce que j'ai remporté ce super concours, voilà, qui était un très très gros concours avec beaucoup de participants en France et tout ça. J'y suis allé, mais une chance de ouf. T'imagines même pas comment mes profs, ils étaient fiers, ils étaient contents. Putain, yes, c'est trop bien, mais tu te rends pas compte, Alexis.
tu pars sur ce DUT qui était même chaud à avoir pour les gens qui étaient en général, qui avaient des bonnes moyennes et tout, tu vois. Mais j'étais un peu l'exception du truc, grâce à ce concours vidéo. J'arrive en DUT, je fais une semaine, je me dis ok, en fait je suis encore une fois, je suis déconnecté de ces gens, enfin je sais pas ce que je fous là quoi. Je fais 2 mois et je me dis vas-y, c'est bon. Je suis pas à ma place. Je suis pas à ma place, je me casse. Et là, mais c'est pareil, mais pourquoi tu fais ça? Mes potes, vraiment mes meilleurs amis, je me rappelle une soirée, je leur ai dit écoutez les gars, j'ai décidé un truc, genre je vais tout plaquer, je vais faire de la vidéo et c'est bon, c'est ma vie. Et même eux m'ont dit, franchement, je pensais que c'était les seuls qui m'aimaient vraiment inconditionnellement, pourquoi c'était hyper dur à encaisser. Même eux m'ont dit mais mec, tu fais une grosse erreur là. Putain, je les ai pas écoutés, je me suis senti vraiment seul pour le coup. Tu m'étonnes. Et puis en fait, je me suis lancé dedans. Et puis ça a fini par marcher, tu vois. C'est dingue. Mais parce que j'avais ce truc-là de me dire, ok, quand tu crois que tu as un instinct, tu sais que tu es fait pour ça, vraiment, faut s'écouter. Encore une fois, faut écouter ses ressentis, son corps, qu'est-ce qu'il dit. Si demain j'ai du mal à me lever, je repousse 3 fois le réveil avant d'aller au boulot, c'est qu'il y a un problème. Ce boulot, il n'est pas fait pour moi. Je pense. Ou alors, il faut que je me couche plus tôt. Mais si je me couche à la bonne heure et que ça marche toujours pas, il y a un problème. Ouais, si tu te réveilles avec une boule au ventre ou que tu as des sensations dans ton corps qui te... Mais je trouve ça assez incroyable parce que... En fait, je trouve ça assez incroyable dans le sens où je pense qu'on... Ma croyance, c'est qu'on a tous plus ou moins ces ressentis à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que on va être dans un travail, on va sentir que... On est un peu angoissé, on a mal à la tête, enfin, on se sent pas bien, on a des signes, notre corps, il nous parle, il nous dit « ça va pas, on n'est pas bien ici ». Mais il y a un énorme gap entre avoir ces signes, sentir ces sensations, ces messages que notre corps nous envoie et prendre la décision de « je vais m'écouter, je vais prendre un risque, je vais miser sur mon intuition, sur ce que je crois être vrai pour moi », tu vois. Et ce gap, il est énorme. Il y a, ok, j'ai ces sensations-là, je prends conscience que mon corps m'envoie des messages, il y a quelque chose qui va pas. Ensuite, il y a tout ce processus de réflexion. Et en général, on reste beaucoup dans notre zone de confort parce qu'on a peur, tu vois. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a énormément d'incertitudes. Non, mais complètement d'accord. Tout ne se fait pas en un jour. Non, mais toi, en fait, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que t'as pu t'écouter et t'as pu passer au-dessus de ces incertitudes et de ce manque de garantie, tu vois. En fait, je suis arrivé à un stade, je te promets, j'étais si bas que je me disais, en fait, j'en ai rien à foutre. En fait, je suis arrivé tellement à ce truc-là de j'ai plus rien à perdre. En fait, je m'en fous, mais en fait, j'en ai rien à cirer cette école. Je m'en fous, j'ai tellement été malheureux qu'au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, fais chier. Mais je pense qu'il y a un truc qui m'a quand même inspiré, c'est le cinéma. Quand j'ai vu des films comme Into the Wild et tout ça, les mecs qui plaquent tout, en fait, je me dis, mais ouais, mais pourquoi pas moi, en fait, en fait, je vais le faire, mais allez tous vous faire foutre. Mais à un moment donné, ça fait du bien de dire, allez tous vous faire foutre, en fait. Ça fait beaucoup de bien, ouais. C'est clair. Et ouais, prendre ce risque. Mais attention, ça se fait pas en un jour. Évidemment, demain, tu te lances dans tel projet, t'as pas des résultats en 2 mois, ni en 1 an, des fois, ni en 300, des fois. En fait, ça dépend des domaines. Des fois, c'est peut-être 5, 6. Encore une fois, t'as plein enfin, aujourd'hui, peut-être un peu moins, encore, je sais pas, mais je prends le groupe de musique Trio, je prends Georges Brassens. Bon, mais ils ont été connus sur le tard, tu vois. Georges Brassens, je crois que c'est 40 ans. Un Trio, ils ont fait des bars du côté de Bordeaux et dans le sud-ouest pendant plus de 10-15 ans avant de commencer à être connus, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde connaît Trio, tout le monde connaît Georges Brassens. Enfin, je veux dire, non, ça se fait pas en un jour. Il y a des remises en question, il y a du taf, et du taf, c'est sûr, mais toujours en s'écoutant. Il faut faire en s'écoutant. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir de ce podcast. Je suis d'accord. Ok, une dernière petite question. Oui. Quel est l'impact que tu veux avoir sur le monde, sur les autres? Quel est l'impact que je veux avoir sur les autres? C'est celui-là. Celui que je viens de dire. S'écouter. Vraiment, ouais. C'est rigolo parce que, encore une fois, quand on me voit au premier abord, on peut se dire, ok, lui c'est monsieur, je repousse mes limites, j'ai fait des aventures extrêmes, il fait ceci, il fait cela, waouh, et tout, et je veux surtout pas renvoyer cette image-là et ce message-là, qui est le suivant, qui est de, ok, quand on veut, on peut. Ok, quand on veut, on peut, mais ça a un prix. Ouais, je suis d'accord. Et ce prix, il faut en être conscient, et pour ne pas payer ce prix, il faut toujours veiller à sa santé mentale et physique. C'est-à-dire que,
aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans un projet, quelqu'un qui veut se lancer, que ce soit dans une aventure, un voyage, peu importe, un projet professionnel, n'importe quoi, il va devoir faire des concessions, des efforts. Est-ce qu'on est prêt à payer ce prix? Oui, non. Qu'est-ce que ça va engendrer? Attention, je dis pas qu'il faut pas le faire. Évidemment, si notre instinct il nous dit qu'ok, si on se sent à donf, on le fait. Ouais. Mais faut pas chercher à se faire mal. Toujours vraiment prendre soin de sa santé mentale et physique. Quoi qu'on fasse, je pense que si vraiment aujourd'hui j'ai un message à faire passer, un truc à dire, c'est ça. Ouais, je suis totalement d'accord. Et le deuxième truc, c'est vraiment que je pense que les gens sont capables de bien plus qu'ils ne le pensent. Ah, j'aime beaucoup ce message, c'est vrai. Non, je suis totalement d'accord. Ben ouais, enfin, je pense que nos deux parcours, pour le coup, le prouvent. Enfin, oui. Quand on voit la petite Mariam, enfin, tu vois, tu t'imaginais il y a 10 ans faire ce que tu fais aujourd'hui, ou 10-15 ans? Non, pas du tout. Je pense que pendant longtemps, j'en ai un peu rêvé, mais je me disais que non, c'était pour les autres, que c'était pas pour moi, tu vois. Mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est vraiment important de prendre conscience qu'on est capable de faire souvent ce qu'on peut penser impossible, mais c'est vrai qu'il faut être conscient du prix à payer et surtout être conscient que finalement notre santé passe avant tout. Et s'entourer. Et ça passe par le porte-avions. On finit sur le porte-avions si tu veux bien, Marianne, mais avoir un porte-avions, c'est important. Je suis d'accord avec ça. Alors les amis, il faut aller voir le contenu d'Alexis sur Instagram, YouTube, t'es sur TikTok aussi? Sur TikTok aussi, ouais. Ouais, je vais mettre ses pseudos sur le podcast. C'est Alexis Lopez sur Instagram, Alexis Lopez ou Alexis Hugo, en principe on me retrouve sous ces deux blazes. Okay. Mais la majorité de mon contenu, en effet, c'est surtout YouTube. Ok, bah voilà, YouTube c'est... Allez le suivre sur YouTube, les amis. Merci à toi, Alexis, c'était super. T'es juste trop bienveillante. Enfin, non, mais toi aussi, j'ai adoré notre conversation, c'était trop bien. Mais je vais t'inviter sur la chaîne, un de ces quatre. Avec plaisir. Tu veux pas partir en voyage? Avec grand plaisir. Allez, je suis trop chaude. On va partir, non, mais vraiment, tu vois, on parle de voyage initiatique. Moi, je serais curieux de savoir, il y a quelqu'un comme toi qui est coach, qui a quand même un recul sur la santé mentale, etc. Qu'est-ce qu'un voyage peut vraiment amener? Le décortiquer. Moi, j'en suis pas capable. C'est un truc que je vis et je serais hyper ouvert à partager un voyage avec toi. Je dis pas forcément aller faire un truc extrême, attention. J'ai quand même conscience de ce que je fais et conscience de quand j'amène des gens. Je fais quand même, parce qu'il m'arrive des fois d'amener des gens. J'ai quand même conscience j'impose des limites, tout ça. Mais ce serait trop intéressant. Mais ouais, je serais curieux de savoir. Bah en plus, moi j'adore voyager et je pense beaucoup au voyage en ce moment parce que j'arrête pas de me dire que finalement le voyage c'est pas vraiment ce qu'on croit, tu vois. Et c'est pour ça aussi que je t'ai posé la question parce que c'est pas un simple déplacement d'un point géographique A à un point B, tu vois. C'est beaucoup plus que ça et j'ai l'impression que, en tout cas moi, de ma petite expérience, parce que j'ai pas énormément voyagé, mais quand je voyage, et c'est bizarre, ça peut être même, je sais pas, à 2 heures d'ici, tu vois, je sens qu'il y a des choses qui se débloquent, je sais pas, il y a comme des pensées qui se débloquent, il y a des choses en moi qui se débloquent, tu vois, et je pense que c'est lié à plein de choses, plein de critères différents, mais je trouve que c'est incroyable. Je vais juste finir là-dessus. Ouais. Je passe vraiment tellement un bon moment, j'ai du mal à finir avec moi aussi, genre, je pourrais continuer à parler avec toi pendant des heures. Au début, on me parlait de méditation, j'étais là, putain, c'est pas fait pour moi. Intellectuellement, j'arrête pas de réfléchir en permanence, j'arrive pas, j'ai mal à me poser, tu vois, toi t'es très calme, très posé. J'adore sur votre profil, je suis hyper rassuré, tout machin. Moi, je suis une pile électrique, hyper actif et tout. Et vraiment, je me suis rendu compte d'un truc. Déjà, la méditation, c'est pas juste faire comme ça et rester posé sur un rocher, non. Ça peut être en marchant, ça peut être en faisant plein de choses. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand j'étais face à une méga rivière, une putain de montagne trop belle avec les éléments de la nature, vraiment, la pluie, le vent, la neige, tout ce que tu veux, là, je suis dans un état de transe, mais en mode, tu vois, rien d'y penser là, et ça, franchement, tous les gens que j'emmène, je te promets, tous les gens que j'emmène, ils le ressentent. S'il y a bien un truc que je me dis, c'est qu'on est ultra connecté à notre environnement. Enfin, on est déconnecté, malheureusement, de ce truc-là où on pourrait... Ce qui est cool, c'est qu'on peut s'y reconnecter, tu vois. Mais j'incite tout le monde à aller en nature, en forêt.
dans la montagne. Putain, en France, on a des montagnes, on a les Pyrénées, on a les Alpes, on a de la chance. Même à 1 heure de Paris, n'importe où en France, on a des beaux coins, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et juste à profiter, regarder un putain de coucher de soleil avec des feuilles tombées, mais c'est juste, c'est pépite. C'est ça la richesse, en fait. C'est ça la beauté, la richesse. Ça, c'est des choses qu'on pourra jamais acheter et c'est des choses qui nous enrichissent vraiment et je pense qu'on revient à ce qu'il y a de plus vrai en nous dans ces moments-là, en fait. J'allais rebondir là-dessus, justement. J'allais dire, en fait, pour les gens qui se cherchent, parce qu'on parle surtout beaucoup de ça tout à l'heure, mais en fait, c'est là que tu commences. C'est là que tout commence. C'est déjà se retrouver soi-même avant d'essayer de trouver un parcours professionnel et avant d'essayer de trouver un projet. Déjà, savoir qui on est. Et pour ça, il faut être reconnecté à soi. Et quoi mieux que la nature. Je suis d'accord avec toi. Très bien dit. Bravo. Non, franchement, je suis totalement d'accord. Franchement, je te remercie beaucoup. C'était super. Avec plaisir, Mariam.